jeudi 28 juillet avec Emmanuel Malap pour évoquer Daniel Lewers par un petit texte introductif et puis avec le plaisir d'entendre ta voix pour dire des poèmes de Daniel. C'est un plaisir pour moi. S'il le pouvait, il aimerait ne pas écrire. Ou alors peut-être comme ça, très vite, dans une espèce d'éclair qui viendrait à peine zébrer les bonheurs de la vie. Comme cette fois où, entre 10h16 et midi pile, il écrit 12 poèmes. Voilà, c'est sorti, voilà, c'est écrit directement de ce qui n'existait pas à l'ordinateur. Droit au but, comme un sprint, pour le plaisir d'aller vite, pour le plaisir d'aller fort. Oui, mais en 1990, le père meurt. 2 ans après, l'autre père, René Char, le spirituel, le poétique. Et l'écriture, c'est cela qui s'impose pour compenser la perte. Mettre des mots pour colmater la brèche. L'homme sent des fissures creuser ses fondations. Il ruse, avec de la prose. Mais la ruse, ça marcherait peut-être. Ça marche peut-être parfois quand il n'y a pas de fracture. 4 ans plus tard, c'est la mère qui meurt. Contre la vie alors cassée, seule la poésie tient le coup. Seule la poésie permet d'échapper à la prison, de retrouver du souffle contre la panique de la claustrophobie. Mais comme l'amour, la poésie est enfant de bohème. Elle ne vient qu'à ceux qui ne se croient pas poètes. Elle s'écrirait presque en catimini, comme une amante qu'on satisfait furtivement sous une porte cochère. Pour l'amour de l'amour. Et aussi par ras-le-bol de ce romantisme qui porte en lui le mythe du malheur, nécessaire, croit-on, à la création. Si la vie seulement se décidait à être légère comme une plume, on pourrait enfin ne pas avoir à l'écrire. Il me semble qu'une expression peut caractériser, en tout cas donner une véritable indication sur ton aventure poétique. Sous le soleil complice, titre qui t'est consacré dans notre petite revue Chien-Dent. Ça tombe très bien, le soleil est complice aujourd'hui à 7. C'est un titre, je pense, bien choisi. Aussitôt, ça me fait penser au poète qui m'a le plus marqué, certainement, dont j'ai été le confident, René Char, qui a cette formule magique, ça m'a toujours plu, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Et je me suis dit, oui, c'est beau l'écriture des poètes quand il y a un effort non seulement de chant, mais d'accession à une lucidité. Être intelligent jusqu'aux conséquences, comme l'a écrit ailleurs René Char. Donc le soleil n'est pas un soleil qui nous abat, c'est un soleil qui nous transporte, qui nous ouvre. D'autre part, dans mon enfance, je vivais à Beaumont-sur-Oise, c'était très souvent gris, et je me souviens que dans la rue, une caravane publicitaire a lancé des buvards, et c'était une marque Palmolive. Et sur ces buvards que j'ai gardés longtemps, il y avait des palmes, des olives, et puis toute une population de femmes un peu bronzées, si ce n'est africaines. Et je dois dire que ça a métamorphosé ma vie, toute ma vision du monde dans l'enfance, et qui m'a peut-être conduit après, c'est peut-être ça, le côté merveilleux de la poésie qui m'a conduit à vivre beaucoup à l'étranger, et spécialement au Sénégal. Oui. Voyage et poésie ont créé une alliance très forte dans ta réflexion sur le langage, dans ta création et dans ta vie d'homme. Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu n'arrêtes pas de voyager, tu devrais rester un petit peu sur place pour approfondir. Je suis souvent d'accord avec ça, mais moi j'ai un besoin de ce que j'appelle le plus souvent de bougerie. La bougerie, c'est ce qui empêche le statisme, c'est ce qui permet de découvrir l'autre, les pays, à la fois par leur exotisme et par leurs habitants. Bon, j'ai besoin pour écrire, d'ailleurs j'aime partir et écrire avec les carnets, un peu comme un peintre va croquer faire des gouaches,
Le voyage, oui, le voyage. Mais ce voyage est pratiquement analogue aussi à ceux que tu as fait dans l'aventure intellectuelle. Tu as travaillé bien sûr ta thèse sur le poète Pierre-Jean Jouve. J'ai fait un voyage un peu spécial dans la mesure où ce poète, ça m'a beaucoup intéressé, a renié toute son œuvre à l'âge de 41 ans. Il y a une première œuvre de Pierre-Jean Jouve et il était de bon ton de dire le poète ne veut pas qu'on la regarde, donc on ne la regarde pas. Et moi je suis précisément allé dans le créneau de l'interdit. J'ai voyagé dans une œuvre première qui se révèle finalement très valable et j'aime toujours aller aux sources. Lorsqu'on me parle d'un poète, j'ai toujours envie de connaître son premier recueil parce que je pense qu'il est chargé de toutes les affluents à venir. Et peut-être de toutes ses propres vertus. Et peut-être de ses propres vertus, oui. Et puis il y a eu d'autres rencontres au niveau du voyage poétique. Il y a eu le poète André Fresneau, il y a eu Jean Tardieu aussi. Sangor, je suis allé voir tous ces poètes, j'étais fétichiste. Je voulais être au contact des grands poètes, un peu comme Marcel Proust avec Bergotte. J'avais l'impression, je vais voir des grands écrivains, peut-être je vais pouvoir le devenir. Peut-être ils vont m'apprendre. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Mais c'était un compagnonnage intéressant et qui expliquait aussi parce que j'ai quand même travaillé dans l'université et je préférais travailler sur du vivant que sur du mort ou du passé. Compagnonnage, complice aussi, on peut y adjoindre cet adjectif. Bien sûr, complice, oui. Complice, très joli mot, c'est lisse. L'autre poète, et puis je vais descendre un peu plus maintenant dans ta propre production poétique. Bon, évoquons, parce que c'est le moment qu'il exige, Yves Bonnefoy. En tant qu'universitaire, j'ai organisé le premier colloque Bonnefoy à Cerisy-la-Salle. J'étais très content d'avoir des contacts avec lui, mais je dois dire que j'avais toujours une petite réticence. Yves Bonnefoy, je le ressentais trop comme professeur. Et par rapport à René Char, c'était la base et le sommet. Bon, je n'avais pas et je n'arrive pas à avoir une estime à 100% pour Bonnefoy. Je trouve que là... Et ça rejoignait des problèmes qui étaient les miens, parce que moi-même, j'étais engagé dans l'université et j'avais de temps en temps des tics universitaires. Abordons ce problème-là. Être universitaire et être poète, il y a parfois un mariage difficile. Absolument. Pour la pensée, oui. Pour le cœur même de la création poétique. Bien sûr. C'est incompatible. Moi, toute ma vie, ça a été... certes, je gagne ma vie avec l'université, mais je dois me débarrasser de ça pour atteindre, d'ailleurs très tardivement, à une écriture, parce que j'ai taquiné la muse assez jeune, mais ensuite, écrasé par René Char et par quelques exemples comme cela, je me suis dit, j'ai pas le droit d'écrire. Ils écrivent pour moi, ils écrivent mieux. Et la mort de René Char, par exemple, a été une libération pour moi, l'occasion d'écrire un livre, René Char dit-elle est mort, qui était un hommage et en même temps une libération totale à mon tour d'écrire. Je pense à tes œuvres, certaines œuvres. Poème allongé, poème couché, et puis L'amour tremblé, qui se succèdent en quelques années, il y a une dizaine d'années. Oui. Quelques mots là-dessus. Ça se voulait un peu provocateur, oui. Poème allongé, poème couché, c'est très érotique. C'était un désir d'écrire des poèmes érotiques, d'aller assez loin dans ce domaine, parce que je trouvais que la poésie, elle était souvent trop spiritualiste, mystique, etc. etc. Et puis je me suis souvenu d'un mot de André-Pierre de Mondiac que j'avais visité très jeune, qui me disait « il faut débrider l'écriture, écrivez les choses les plus érotiques, les plus pornographiques ». Donc il y a eu un... Et je pense que c'est un moyen d'accéder aussi à une vérité. Alors tu as enfourché ta motocyclette. J'ai enfourché ma motocyclette. Très bien vu, oui, oui. C'est une des plus belles dédicaces qu'il m'ait faites, ce roman de Mondiac qui a obtenu le Goncourt d'ailleurs, curieusement.
Tu es le poète du voyage. Alors, voyage du regard, y compris d'un bateau qui te mène ou un avion. Je crois que tu fais comme beaucoup de poètes, mais peut-être toi en particulier, dans ce sens que quand tu vas dans un pays, tu essayes de saisir l'esprit d'une poésie par des rencontres et aussi l'esprit d'une poésie populaire. Et tu es un auteur de chansons. Oui, j'ai intitulé certains ensembles chansons. Je sais que dans mon premier recueil, il y a des gens qui m'ont dénigré parce que je faisais allusion à Édith Piaf, à une de ses chansons absolument merveilleuses sur la mort de Cerdan. Mais j'assume, bon, je veux chanter et ce serait une récompense d'être chanté par un grand chanteur populaire. Ouais. C'est-à-dire que la poésie, elle est aussi bien savante que populaire. Et il ne faut pas qu'elle soit trop savante. Ouais. Et à égalité d'intérêt. À égalité d'intérêt, oui. En tout cas, il ne faut pas qu'elle soit trop érudite et qu'on ait besoin d'une note en bas de page pour expliquer telle ou telle chose. Peut-être. Et je crois que c'est un poète que tu vénères, c'est Guillaume Apollinaire. Oui. Parfois, lui, dans la chanson du mal-aimé, on a besoin de quelques notes. Peut-être, oui. Mais au-delà des notes, ça passe comme une lettre à la poste, oui, Apollinaire. Oui, oui. Apollinaire, c'est le mal-aimé. Moi, tous mes titres tournent autour de ça, le mal-amour. Ce dont je me suis lassé maintenant, mais enfin, on peut dire que pendant 8-10 ans, qu'est-ce que l'amour? C'était la question capitale. D'ailleurs, le petit recueil, là, l'italien qui a traduit ça, Concerto, question d'amour. Tout est question. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Et j'en sais rien encore, d'ailleurs. Parmi tes activités de travailleur autour du livre, il y a ce que tu as créé, quelque chose d'unique en France. Tu vois bien ce que je veux dire, le livre pauvre. Oui. Eh bien, le livre pauvre, je dois dire qu'il y a un problème dans la poésie qui me gêne, ou chez les créateurs, un narcissisme trop fort. Et je me suis dit, pour lutter contre ce narcissisme, il faut fonctionner avec les autres. Et donc, ça me permettait de faire faire à d'autres des livres. Un livre pauvre, c'est ça. C'est d'ailleurs pas un livre, c'est une feuille de papier sur laquelle il y a un colophon, il y a déjà... Et il y a un poète et un peintre qui vont inscrire leurs mots et leurs couleurs. Et tout cela était évidemment hors commerce, c'est la différence avec beaucoup de livres, et c'est des livres qui sont faits pour être montrés dans le monde entier, qui ont été l'objet d'ailleurs de catalogues Gallimard, etc. etc. Et c'est une façon de ne plus être tout seul. Michel Deguy a écrit un recueil qui s'appelle « La poésie n'est pas seule ». Et dans la poésie, je n'ai pas envie d'être seul. Je suis très content lorsqu'il y a une escorte et lorsqu'il y a d'ailleurs un mariage entre poète et peintre. Ouais. C'est ça en gros, ça donne des résultats, oui. Bon, par exemple, j'ai créé une collection Rabelais et dans ce festival de Sète, les bien connus Antoine Simon et sa charmante femme Micheline ont rendu hommage à Rabelais par un texte savoureux et puis une intervention qui tient du collage, de la photographie. Et donc les livres pauvres, c'est ça. 4 exemplaires, 2 qui restent dans les collections et qui naviguent. Parce que le voyage aussi, c'est le voyage de ces livres. Ils ne sont pas faits pour être statiques. Et puis il y en a un pour l'auteur, un pour le peintre. Nous sommes ici aux Voix Vives. Tu collabores depuis un certain temps avec Maïté. Oui. Ces Voix Vives, ta sensation et ton sentiment? Disons qu'avant Voix Vives, un festival de poésie, j'avais une espèce de... j'aimais pas de... Je sais qu'il y a eu l'Odève avant et j'avais pas envie de venir à l'Odève. Là, les choses se sont un peu accélérées parce que j'avais un ami qui s'appelle Bernard Mazot, il est mort, on m'a demandé de le remplacer au pied levé et je suis venu goûter du 7 et j'ai été conquis. Je trouve que c'est très bien ce brassage, ça se rapproche un peu du livre pauvre, on n'est pas seul,
Il y a des voix qui se rencontrent, qui se conjuguent, qui se télescopent. Et je trouve ça très bien. L'autre jour, Vénus Corrigata disait des poèmes. Derrière, il y avait un autre podium où des poèmes étaient dits de façon très forte. Et au lieu de s'en plaindre, elle a dit, ben non, voilà, ce sont les voix vives. Plusieurs voix, le mélange des voix. Et c'est peut-être ça que j'aime aussi, ici, avec le soleil complice, bien sûr.